Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alban. Alban qui est prédiagnostiqué, qui a été prédiagnostiqué par un pédiatre à l'âge de 6 ans. Un diagnostic qui a été confirmé par le pôle spécialisé de l'hôpital universitaire Robert Debré à Paris, diagnostiqué de TDAH. Et elle va nous expliquer ce que c'est que le TDAH. Et on va aller plus loin dans l'explication d'Alban. Donc déjà, Alban, merci d'accepter de faire cette interview. Merci beaucoup. Merci de me recevoir. C'est un Oui. honneur. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir de pouvoir échanger. Je résume un petit peu rapidement. Après, tu me corrigeras s'il manque des choses. Tu es atteinte donc de TDAH. Tu vas expliquer ce que c'est. Tu es aussi atteinte par ce qu'on appelle des comorbidités qui sont assez fréquentes chez les personnes atteintes de TDAH, c'est-à-dire la dyspraxie visio-spatiale, une difficulté de coordination avec le regard, un trouble anxieux aussi et un TSA. Et tu es aussi haut potentiel. Est-ce que j'ai Oui, tout bon? c'est bon. J'ai tout bon. Donc, de ce qu'on a vu hors antenne, on va dire hors enregistrement, tu me disais que ton accompagnement s'est bien passé jusqu'à tes 16 ans où tu as arrêté des traitements qu'on propose dans le cas de TDAH. Et une fois arrivé à l'âge adulte, tu as voulu reprendre tes traitements, mais tu as eu beaucoup de mal à trouver des médecins qui croyaient à l'existence même du TDAH, notamment chez l'adulte. C'est ça. Donc, on va commencer tout simplement par une question très simple. C'est quoi le TDAH, le trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, le TDAH, c'est un trouble du neurodéveloppement. Les troubles du neurodéveloppement, il y en a plein. Les plus connus sont les troubles envahissants du développement. Après, il faut savoir qu'on a aussi dedans l'autisme, la dyslexie, la dyscalculie. Les troubles 10 en général, en fait, font partie des troubles du neurodéveloppement. Le TDAH, c'est un problème dans le développement de ce qu'on appelle le cortex préfrontal. Et je vais vous montrer en image. Oui, c'est bien de montrer où ça se situe parce que le cortex préfrontal, on sait que c'est vers le front, mais... Oui, alors le cortex préfrontal, c'est cette zone-là là, qu'on voit. Et en fait, ça sert à tout ce qui est régulation des comportements volontaires. Ah. Et donc, là, ce qu'on voit sur le schéma, là, ce que je montre, c'est le... Alors, est-ce que je peux pointer? Non, je ne peux pas. C'est le circuit de la récompense. Ce circuit de la récompense, il est déréglé quand on a un TDAH. Et donc là, le cortex préfrontal est la zone dans le front là, qui est en violet. Et pour des informations qui sont les flèches bleues en entrée, ce qui est écrit entrée sensorielle, qui partent donc de l'amygdale, qui vont partir du cerveau reptilien. Tout ça va arriver jusqu'au cortex préfrontal en tant qu'information, et le cortex préfrontal va avoir pour but de réguler tout ce qui va être émotionnel et sensoriel afin d'initier une commande motrice adéquate. OK. Quand on a un TDAH, le problème, c'est que une commande motrice, en fait, on va avoir beaucoup trop d'entrées de commandes émotionnelles. On va avoir beaucoup trop d'émotions qui vont entrer en jeu, qui font que justement, ça rend la tâche compliquée pour une personne qui a un TDAH. Bon, je vais vous montrer avec un petit dessin à la maison. Donc, on refait notre cerveau. Notre cacahuète, notre grosse cacahuète, elle est là. Voilà. Alors, je préviens, je fais une petite bizarre, parenthèse pendant que tu prépares le dessin. Pourquoi Oui. Alban nous montre des schémas et pourquoi elle est légitime de parler pour ça? C'est que tu étudies justement la psychologie et le TDAH. Tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à ça, par rapport à tes études, par rapport Oui, bien sûr. Alors, je suis en deuxième année de licence de psychologie à distance à l'université Rennes 2. Et en fait, j'ai été formée au TDAH par le professeur Russell Berkeley, le professeur Samuel Cortés et d'autres intervenants, dont Sébastien Horard, à une conférence internationale sur le TDAH organisée par Neurodiff Formation. Et donc, à ce titre, on nous a montré tout un tas de choses sur le TDAH, le fonctionnement de cette pathologie. Il ressemble à rien, mon cerveau. Et faisant une TCC depuis maintenant, je dirais, 3 ans,
Le la TCC, c'est base de la TCC. une thérapie comportementale cognitive, pour ceux qui ne savent pas ce que Voilà. c'est, hein. Et donc, ça commence, en fait, cette thérapie par expliquer au patient de quoi il souffre. D'accord. OK. Alors, Et donc là, j'essaye tu de te faire destines un à faire des visage, études mais... dans cette thématique en plus, là. Oui, c'est ça. Alors, moi, je voudrais faire de la recherche OK. sur le TDAH, justement. Voilà, d'où la compréhension, d'où les schémas explicatifs très, très clairs et très pratiques d'Alban. Alors, voilà. Si on part ici, de la zone qu'on a vue tout à l'heure, Mhm. du cerveau reptilien, on va dire grossièrement, on reçoit... Ici, c'est le cœur des émotions. On reçoit les informations et ça procure des émotions. Les émotions vont jusqu'au siège de la conscience et jusqu'au cortex préfrontal. Le fameux Le, cortex préfrontal. le cortex préfrontal va, quant à lui, devoir réguler ses émotions. Imaginez, je ne sais pas moi, vous avez très envie de vous acheter quelque chose, sauf que c'est la fin du mois et vous êtes dans le rouge. Vous allez avoir très envie d'acheter cette chose, mais votre cortex préfrontal va vous dire, bah non, c'est pas possible. Tu es dans le rouge, donc là, tu dois attendre plus tard. Il va rationaliser en fait l'émotion. Il va C'est ça. Et Hmm. donc, la réguler, en fait. On dit que ça régule les émotions. Donc, du coup, pour un message rouge, on aura un message bleu, normalement. Dans le cadre d'une personne qui a un TDAH, la régulation n'est pas suffisante. Et c'est donc l'émotion, donc ce qui est en rouge sur ce schéma, qui va primer. D'accord. C'est pour ça que les TDAH sont impulsifs. C'est un défaut de ce qu'on appelle le circuit de la récompense. La dopamine. C'est la dopamine et la noradrénaline qui sont en jeu dans le TDAH. Alors ça, c'est très intéressant ce que tu nous expliques par rapport à ces transmetteurs. C'est que voilà, donc, le TDAH, tu viens de nous l'expliquer, c'est qu'il y a de l'impulsivité. Dans le TDAH, c'est aussi, on l'a très bien compris, trouble du déficit d'attention, donc problème d'attention aussi qui est lié à ça par rapport à ce déficit. Mais tout ça, ce n'est pas une maladie qu'on attrape, justement. C'est par rapport à un déficit de certains neurotransmetteurs ou plutôt une présence un petit peu trop euh, quantitative de certains, c'est ça? Oui, alors c'est vraiment ce qu'on appelle une dysrégulation, c'est-à-dire qu'en fait, au niveau de la synapse, les transmetteurs sont capturés avant d'arriver à l'autre synapse. Mhm. Alors, je vais vous faire un schéma. Alors, là, on a les deux noyaux de nos neurones. Mhm. Hop. C'est des petits neurones classiques, hein, attention. Voilà, Hop, les petits neurones, c'est ce qu'on a dans la matière grise, dans notre petit cerveau. voilà. Alors, on a des émetteurs et on a des récepteurs. Normalement, on a autant d'émetteurs que de récepteurs. Alors, pour que tout le monde comprenne bien, on a toujours l'image que tous les neurones sont connectés comme des câbles électriques. Ce n'est pas vraiment le cas, hein. On a justement des coupures électriques et c'est le message chimique que tu es en train d'expliquer là qui fait la connexion entre les neurones. Donc, on a une connexion quasiment électrico-chimique entre les neurones. C'est ça. L'espace entre les deux neurones, ça s'appelle la fente synaptique. Voilà. Et en fait, donc, dans le cadre du TDAH, on peut avoir soit trop de dopamine qui arrive d'un coup, soit pas assez. Mhm. Et là où le problème se fait, c'est que comme en face, on n'a pas assez de récepteurs par rapport au nombre d'émetteurs, quand va partir le message, il va partir un petit messager par émetteur qui devrait arriver à chaque porte de récepteur. Cependant, comme par exemple ici sur le schéma, j'ai dessiné 3 émetteurs pour 2 récepteurs, il y en a un qui se retrouve tout seul et qui ne peut pas traverser en fait. Mhm. On a donc un système qu'on appelle la recapture. Ce système-là a pour but de récupérer ce qui reste bloqué dans la fente synaptique pour le renvoyer au neurone émetteur. Donc en fait, ce qui se passe dans le cadre du TDAH, c'est que le message est plus lent, mais dans le désordre. Il est dans le désordre parce que justement, le dernier qui restait bloqué repart à l'émetteur, alors que l'émetteur continue d'en envoyer d'autres. OK, c'est ce qui provoque justement cette saturation, trop d'informations, de l'impulsivité et des Oui, et problèmes puis d'attention, hein.
C'est ce qui peut provoquer aussi un défaut d'anticipation ou de hiérarchisation, puisque si on n'a pas toute l'information d'un coup, on ne peut pas savoir. Si on nous donne le début de l'histoire et la fin de l'histoire et qu'on ne sait pas comment on en est arrivé là, ça peut poser problème. C'est clair. Après, dans le cerveau, tout se fait beaucoup plus vite, évidemment, mais ça crée énormément de soucis. Énormément de confusion. Ouais. Voilà. Le traitement qui existe va jouer sur ce système de recapture que j'ai dessiné en vert. Ok, tu vas nous parler de la Ritaline, c'est ça? Voilà, le méthylphénidate. Okay. Oui. Alors, au méthylphénidate, il existe la Ritaline, le Concerta, le Medikinet et le Quasime. Donc, c'est un médicament, c'est un cachet qu'on prend et qui est... Voilà, c'est ça. Voilà. Ce sont des traitements qui jouent sur la recapture de la dopamine. Dans le cadre du TDAH, il y a deux molécules qui sont impliquées, deux neurotransmetteurs, qui sont la dopamine et la noradrénaline. La dopamine, globalement, on peut l'associer à la molécule du plaisir. C'est ce qui est sécrété quand on va faire du sport. D'accord. La noradrénaline, souvent, l'image, c'est ce qui nous permet de... C'est ce qui est associé à la notion de danger. La noradrénaline est aussi une hormone qui est sécrétée par les reins, par les glandes surrénales, pardon, qui permet de prendre conscience d'un danger et d'avoir les réactions somatiques appropriées. Quand on n'a pas assez de noradrénaline, on n'a pas de conscience du danger. Et ces deux neurotransmetteurs-là ne sont pas juste réduits à ce qu'on a dans le sens commun, ce qu'on leur affecte. C'est aussi lié à l'endormissement, l'attention sélective, le choix des comportements. Ça peut être le réveil aussi, l'impulsivité. Il y a énormément de choses qui sont reliées à ces deux neurotransmetteurs-là. D'accord. Donc là, alors pour qu'on comprenne bien, alors déjà merci pour l'explication du schéma. On pourrait reconnaître le petit poisson et l'hippocampe. On aurait dit une interprétation des neurones qui était assez artistique. Moi, j'ai bien aimé. Moi, dessus, j'ai vu un poisson et un hippocampe. Mais ce sont des neurones. Ce sont des neurones. Alors, là, on est plongé vraiment dans la science dure, si on peut dire, la science de l'explication. On a compris que donc, le TDAH, c'est un trouble d'attention qui génère beaucoup de problèmes que tu as expliqué, d'attention, ça l'a compris, mais aussi d'impulsivité. Tout ça, il y a une origine qui est donc chimique, des neurotransmetteurs. Hein. On a compris le fonctionnement mécanique de tout ça, on va plutôt dire le fonctionnement chimique. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a un traitement qui s'appelle, donc tu l'as dit, c'est le méthylphénidate, qui permet de réguler en quelque sorte ce problème neuronal. La question moi, qui me viendrait par rapport à ça, c'est est-ce que toi qui as de l'expérience dans ce trouble-là et qui a bien exploré la thématique, est-ce que c'est une bonne solution de médicamenter comme ça un trouble de déficit d'attention? Alors, le débat médicament ou pas médicament, ça dépend du patient et du choix thérapeutique en alliance avec le médecin. Enfin, je veux dire, du choix qui est choisi, du choix qui est fait avec le médecin sur le projet thérapeutique. Après, ce qui a été démontré aussi, c'est que le TDAH pouvait être associé à certains risques qui sont amoindris par la prise d'un traitement. Ah, ça c'est intéressant d'en parler, ça, oui. Parce qu'effectivement, comme tu le disais, comme il y a une sorte de désinhibition par rapport au danger, il y a un focus qui est compliqué à avoir, ça peut amener à avoir beaucoup plus de danger dans sa vie qu'une personne classique, c'est ça? Exactement. D'ailleurs, c'est écrit dans le DSM. Hein. Le fameux DSM, qui est ici. Donc, le on mettra les liens en description dans la vidéo. Le DSM, c'est le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, qui est utilisé par les professionnels de la santé mentale, par les psychiatres, pour justement diagnostiquer les troubles psychiatriques. Et en fait, dans le DSM, donc vous trouverez vers la page 67 jusqu'à la page 77 tout chapitre sur le TDAH. Et en fait, dedans, c'est clairement expliqué que le TDAH est associé à un haut risque de suicide, notamment lorsqu'il survient en comorbidité avec des troubles de l'humeur.
que c'est associé aussi à un fort risque de se blesser. Je pense à l'étude de Merrill et ses collaborateurs en 2009. Mhm. Pourquoi on a un risque de se blesser, un risque d'obésité ou d'accident de la route? Eh bien, simplement lorsque vous êtes distrait. Si jamais vous êtes fatigué, normalement, on ne prend pas le volant quand on est fatigué parce qu'on est plus distrait. Une personne qui a un TDAH est naturellement distraite et naturellement impulsive, a plus tendance à s'ennuyer sur la route et avoir des erreurs d'inattention ou avoir la pédale facile. Si on prend le traitement lorsqu'on conduit, on a donc logiquement moins de chances d'être inattentif et impulsif. Moi, c'est mon cas. Pour conduire, je prends mon traitement. Enfin, maintenant, je le prends tous les jours. Je suis étudiante. Mais pendant une période, je ne l'ai pris que ponctuellement, notamment pour conduire. Parce que j'ai constaté qu'en conduisant, j'étais bien plus distraite. Il faut faire attention à plein de choses à la fois. Donc, il y a le bruit de la route qu'il faut inhiber. On a le compteur de vitesse à surveiller. Ce qui se passe sur la route, ce qui peut se passer derrière nous, les rapports de vitesse, la tenue du volant. Il y a énormément de choses à prendre en compte. Un piéton peut débouler, on ne sait pas. Mhm. En prenant le traitement, ça me permet d'hiérarchiser les informations et justement de faire attention à tout ça en même temps, d'y arriver. Ok. Alors justement, ça me permet de poser une question qui va, parce que j'aime bien qu'on rentre dans le côté très pratico-pratique. Là, tu que c'était justement un problème de neurotransmetteurs. Comment on se rend compte du TDAH? Est-ce qu'il faut faire une prise de sang pour voir si ces neurotransmetteurs sont là ou pas? Comment toi, dans ton cas, on s'est rendu compte de ton TDAH? Alors aujourd'hui, il n'y a pas d'examen qui permette de savoir si on a un TDAH ou pas, même si on a un retard de la maturation corticale et même si on peut observer qu'il y a une augmentation des ondes lentes à l'EEG, c'est pas en faisant un EEG qu'on va détecter un TDAH. Et puis en plus, c'est utiliser un rouleau compresseur parce que si à chaque visite, il faut faire un EEG et puis enfin, c'est un peu compliqué. Ouais. Euh, Par contre, le diagnostic du TDAH est essentiellement clinique, c'est-à-dire qu'il se base sur un questionnaire, sur l'historique du patient et sur son comportement et sur l'observation de ses proches. Mhm. Dans mon cas, j'étais très jeune, j'étais à la maternelle ou en CP, je sais plus. Enfin, il y a une maman d'élève qui est venue voir ma mère à la sortie de la classe et qui lui a dit que j'avais sûrement un TDAH parce que apparemment ça se voyait, je devais être toute débraillée, à courir un peu partout, avoir la tête en l'air. Dans le cadre de gros TDAH, des fois ça se voit, hein. Quand Mhm. on a une personne qui est exagérément distraite, qui a mis ses boutons n'importe comment, qui s'est trompée de chaussures et qui en plus regarde partout et finit par tomber à moitié débraillée, en général, on peut se poser des questions. Alors, effectivement, tu décris le cas vraiment extrême d'un gros TDAH, mais c'est vrai que parfois, enfin, pour que ce soit bien clair pour les gens qui nous écoutent, parfois, c'est pas évident parce que quand on est enfant, bah, tous les enfants sont un peu débraillés, un peu tête en l'air, tout ça. Donc, dans les cas extrêmes, ça peut être flagrant, mais il y a des cas où c'est pas si évident que ça. Et notamment, si en plus on a un haut potentiel, fait une précocité dedans, c'est encore plus compliqué, non? Exactement. Mhm. Donc moi, j'ai eu beaucoup de chance que cette maman connaisse le TDAH parce que son fils est autiste Asperger et TDAH. Donc étant elle-même concernée, elle a pu nous aider. Après, pour repérer un TDAH, j'ai travaillé dans l'éducation nationale pendant 1 an et j'ai pu observer des cas de TDAH de l'extérieur. Et ça se joue vraiment à pas grand-chose, notamment chez la fille, parce que chez le garçon, ça va être plutôt des problèmes d'hyperactivité et d'impulsivité, Mhm. alors que chez la fille, c'est plutôt l'inattention qui va être dominante. Alors, Et c'est donc, très on intéressant a... ce que tu dis là, parce que c'est vrai qu'on a dans l'inconscient collectif, on se dit c'est un trouble de l'attention avec hyperactivité, mais elle peut aussi ne pas être présente. Donc, c'est intéressant de ah, le dire aussi. Ouais, ouais. oui, il y a le slash parce qu'on dit avec ou sans Avec ou sans, hyperactivité. ouais. Mm. Parce qu'en fait, l'hyperactivité motrice n'existe pas toujours. Ou alors, elle peut être très discrète. Mhm. C'est-à-dire, par exemple, moi, je joue avec un aimant depuis tout à l'heure. C'est quelque chose qui est discret. C'est pas quelque chose qu'on va voir comme ça. Alors que
un garçon qui va se lever, qui va bouger sur sa chaise sans arrêt. On peut aussi comparer ça à de l'anxiété. C'est souvent ce qui pêche, c'est que chez les filles, on va supposer plutôt de l'anxiété, de la timidité, voire de la fainéantise. Alors que quand on regarde pendant un contrôle que l'enfant regarde sa feuille après tout le monde et qu'elle regarde les autres en mode qu'est-ce qui se passe après, elle va regarder par la fenêtre et puis elle va se réveiller en disant mince, non, j'ai encore rêvé, il faut que je fasse ça. Je fais quoi déjà? Ah non. Et on voit bien, il n'y a qu'un seul élève dans la classe qui fait ça. Et ça, c'est des signes qui doivent alerter quand on a un enfant qui a l'air complètement perdu alors qu'on vient juste de déposer une feuille sur son bureau. C'est rarement uniquement de l'anxiété. Alors oui, ça peut être une dépression, peut-être que l'enfant est malheureux chez lui et que il se passe des choses qui font qu'il est tourmenté et qu'il n'arrive pas à se concentrer. Mais quand ça dure depuis plus de 6 mois et qu'à côté de ça, on a aussi des problèmes relationnels et que les parents rapportent qu'il y a des difficultés pour faire les devoirs ou qu'il y a des problèmes de comportement ou que l'enfant, on voit bien qu'il est de bonne volonté mais qu'il est dans la lune, quoi, ça vaut le coup vraiment d'en parler à l'infirmière scolaire et de chercher s'il n'y a pas un TDAH qui est derrière, quoi. Oui, exactement. Alors, le but justement de l'interview, c'est de sensibiliser les personnes, que ce soit adultes ou parents d'enfants, de ce que c'est que le TDAH. Mais c'est vrai qu'il faut faire une sorte de mise en garde aussi, de dire que c'est pas c'est assez subtil le dépistage du TDAH. Et il faut quand même faut être formé pour ça, il faut avoir une certaine expérience aussi de ça, parce qu'il y a beaucoup de comorbidités qui peuvent masquer le TDAH. Notamment Et le haut potentiel. notamment le potentiel, exactement. Et en plus de ça, le TDAH, en fonction de son contexte, comme tu l'as dit, hein, il peut avoir un TDAH qui s'exprime à l'école ou à l'extérieur et ne pas s'exprimer à la maison, ou inversement. Et parfois, il peut avoir des symptômes de déficit de l'attention dans une thématique de sa vie, par exemple à l'école, mais pas sur les jeux vidéo. Donc, c'est pour ça que c'est très subtil le TDAH et qu'il faut faire attention de ne pas d'un coup auto-diagnostiquer son enfant de TDAH parce qu'il est un peu turbulent ou un peu. Il faut aller chercher quand même plus loin. Oui, parce que le TDAH n'est pas une indisponibilité à se concentrer. Le TDAH, c'est une dysrégulation du système de la récompense, donc de la concentration, puisque c'est la dopamine qui permet de prendre du plaisir dans ce qu'on fait, de rester posé. À partir du moment où on éprouve du plaisir dans l'activité, on a le quota de dopamine qui est nécessaire au bon fonctionnement de la tâche cognitive que nous sommes en train de faire. Par conséquent, si le gamin n'a pas de difficulté à se concentrer sur les jeux vidéo, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de TDAH. Oui. De même, c'est pas parce que l'adulte ne va avoir aucun problème pour conduire qu'il n'a pas de TDAH. Pour avoir un TDAH, il faut remplir un certain nombre de symptômes qui sont définis dans le DSM et il faut qu'il y ait au moins des répercussions dans 3 domaines de la vie différents. Pendant au moins 6 mois, oui, c'est ça. C'est ça. Il faut que les symptômes soient persistants pendant au moins 6 mois. Persistant, tu l'as bien dit, ça c'est intéressant, que ce soit persistant, que ce ne soit pas juste comme ça isolé dans la vie d'une personne. Alors, ce que je voudrais que tu nous expliques maintenant, c'est pourquoi c'est essentiel de diagnostiquer un TDAH et que tu nous parles un petit peu de ton histoire, de ton cas à toi. Quel est le côté positif justement de découvrir qu'on a un TDAH et justement on peut appeler ça traiter, mais de s'adapter à ce TDAH? Eh bien, à partir du moment où on identifie un problème, ce qui nous pose problème, où on met le doigt dessus, on arrive à mettre un nom dessus, on peut mettre en place des solutions. Sachant que surtout les solutions pour le TDAH, il y en a plein aujourd'hui. Ce pas des solutions qui vont guérir, on ne guérit pas d'avoir les yeux bleus, on ne guérit pas d'avoir les cheveux roux. C'est une différence. Par contre, on peut mettre en place des stratégies. Quand on sait qu'on a la peau très blanche et qu'on risque d'avoir des coups de soleil, on n'en guérit pas, mais on met de la crème solaire. L'analogie est bonne, effectivement. Ouais. Quand on a un TDAH et qu'on l'ignore, on peut se retrouver dans une sorte de souffrance et d'incompréhension à ne pas savoir pourquoi on fait des choses différemment, pourquoi on voit le monde différemment, pourquoi des choses qui sont simples pour tout le monde sont si difficiles pour nous, et pourquoi, à contrario, des tâches complexes peuvent nous paraître très simples. Alors justement, Oui. Vas-y, je t'ai coupé, pardon. Ouais. Le fait de mettre un nom sur cette souffrance permet aussi de se sentir pris en considération
de savoir que c'est pas de la folie, c'est pas dans notre tête. Enfin, si, c'est littéralement dans notre tête, mais c'est Chimiquement, ouais, pas, c'est pas c'est une pas idée de l'esprit. nous. Ouais. Ouais. Voilà, c'est pas nous qui avons c'est pas la personnalité qui a un problème, c'est pas une question de volonté, et c'est quelque chose qui peut, euh, c'est quelque chose à quoi on peut faire face en fait. D'accord. C'est pas juste une difficulté qui est là et c'est Mhm. fini quoi. C'est maintenant qu'on on On a a des mis un solutions, en tout cas, voilà. Ouais. voilà, savoir qu'on est diagnostiqué TDAH et savoir que nos difficultés sont prises au sérieux et qu'on a des solutions adaptées à ça. Alors justement, qu'est-ce que ça a amélioré dans ton cas, dans ton histoire? Parce que j'aimerais bien que tu nous témoignes un petit peu ton histoire. Qu'est-ce que ça a amélioré le fait de savoir que tu avais un TDAH et surtout justement de t'adapter à ce TDAH? Qu'est-ce que ça t'a amené comme bénéfice, on va dire, d'avoir un traitement ou de suivre une TCC, une thérapie comportementale cognitive? Alors, dans mon cas, la réponse peut être assez riche puisque j'ai eu deux périodes. J'ai la période de mon enfance où j'ai été diagnostiquée très tôt et où ça a changé beaucoup de choses pour mes parents, et notamment avec la mise en place d'un traitement qui m'a permis, moi, de suivre un cursus normal à l'école, puis de découvrir que j'étais en réalité au potentiel. Mhm. Et la deuxième phase où j'ai traversé une période de déni à 16 ans et où après, c'est comme si je m'étais réapproprié un diagnostic en fait plus tard. Et ça a changé énormément de choses pour moi, puisque donc, je vais passer directement à mon adolescence. Mhm. J'ai traversé une période de déni où j'en avais marre de voir de voir des médecins et de prendre des médicaments. Et je me suis dit, le TDAH, ça n'existe pas, je laisse tomber. Et en fait, plusieurs années, donc une année s'est écoulée, je me suis dit, c'est normal, il faut que j'apprenne à arrêter les médicaments. J'étais tombée un peu dans le délire collectif qui dit que la Ritaline, c'est filer de la drogue aux gamins. Mhm. Et donc, en fait, j'étais convaincue que c'était une question de manque, alors qu'en fait, ce n'était pas du tout le cas. Et je me suis rendu compte un jour que j'arrivais pas à lire et je me suis mise à pleurer. Et après, j'ai commencé à beaucoup m'observer et je me suis rendu compte que j'avais des problèmes pour tout un tas de choses. Et c'est là que je suis allée voir un médecin qui m'a transmis un questionnaire pour le TDAH. Et dedans, j'ai compris qu'en fait, si j'avais des problèmes avec la perception du temps, c'est parce que j'ai un TDAH. Si j'avais des problèmes avec la gestion de mes émotions, c'est parce que j'ai un TDAH. Si j'avais des problèmes pour ranger, faire la vaisselle, me préparer à manger, si j'avais mal à la tête quand je suivais une conversation, ou si j'arrivais pas à rester assise et à garder un boulot, ben, c'était normal en fait, c'est parce que j'ai un TDAH et là j'ai arrêté d'être dans le déni et je me suis documentée et ça m'a vraiment beaucoup aidée, ça m'a permis d'arrêter de culpabiliser et j'ai accepté de reprendre des traitements. Ça n'a pas été une décision facile à prendre, Mhm. mais j'ai fait le nécessaire parce que ben, j'avais l'impression d'être une autre personne. Je n'arrivais pas à lire alors que j'adore lire. J'arrivais pas à conduire alors que j'étais en train d'apprendre, que je devais passer l'examen. J'arrivais pas à me concentrer. Je voulais reprendre mes études, mais n'arrivant pas à lire, comment je pouvais faire? J'arrivais pas à gérer mes émotions et c'était source de conflit à la maison. Et donc, j'ai commencé une thérapie cognitivo-comportementale et ça m'a fait beaucoup de bien. Les premières séances, la neuropsychologue que j'ai vue m'a montré avec ce petit schéma-là, comment ça se passait dans mon cerveau, Mhm. comment fonctionnaient les émotions et ce que je pouvais faire pour pallier à mes difficultés. Et ça m'a permis de m'accepter comme je suis et d'en faire une force. Donc le premier soulagement, c'était un soulagement psychologique, on va dire. C'est de te dire, je suis pas folle, il y a juste une différence physiologique dans le fonctionnement de mon cerveau. Et après, le deuxième bénéfice, c'est qu'en fait, tu t'es rendu compte, grâce à cette psychologue, que tu pouvais justement à mettre en place des stratégies d'adaptation pour améliorer ta situation, enfin dans ta vie. Voilà. En fait, j'ai toujours eu l'habitude de faire beaucoup d'efforts. Et le jour où j'ai arrêté de prendre mes traitements, je voulais juste être quelqu'un de normal. Et je me suis forcée à rentrer dans le moule
Et, et après, quand on m'a dit, mais non, mais tu as vraiment un TDAH et c'est pas grave et ça va bien se passer, j'ai arrêté de vouloir juste rentrer dans un moule et je me suis acceptée comme je voulais être et j'ai fait Mhm. ce qu'il fallait faire pour moi, pour mon bien-être. Alors, pour qu'on comprenne bien, est-ce que tu peux dire en quelques mots comme ça rapidement, dans le traitement médicamenteux, donc c'est un cachet qu'on prend, est-ce qu'il y a des effets indésirables quand tu prends ce traitement ou il y a juste des effets bénéfiques justement? Alors, comme tout traitement, il peut y avoir des effets secondaires, hein. Parmi les effets secondaires, on peut avoir des maux de tête, ou on peut avoir de la transpiration ou des coliques, mais Mhm. c'est pas des effets qui sont très handicapants et D'accord, pas tout le monde ne les a pas. Le plus commun, c'est quand même la perte d'appétit, mais il y a des stratégies qui existent, notamment le fait de... Moi, ce que je faisais, c'est que je prenais un bon repas le matin, un vrai repas, je prenais mon médicament après, j'allais à l'école, et le midi, bah, je mangeais moins, mais c'est pas grave parce que je me rattrapais le soir. oui, tu as eu ton bol alimentaire le matin et le soir. Voilà. Le D'accord. midi, je me forçais à manger parce que j'étais à la cantine, mais si je mangeais peu, c'était pas grave. C'était moins grave. Et donc, ça, c'est la partie médicaments. Donc, effectivement, des petits effets secondaires, mais enfin, qui sont gérables, on va dire, en ensemble. Au niveau de la TCC, est-ce qu'il n'y a que du positif? Est-ce que c'est compliqué? Comment tu l'as vécu, toi? Juste pour que les gens comprennent bien si c'est bien, si c'est pas bien, s'ils ont peur de peut-être faire ce type d'approche-là. Alors moi, j'ai beaucoup aimé la TCC. Je préfère la TCC aux autres thérapies que j'ai essayées. D'accord. J'ai tenté l'auto-hypnose. Enfin, oui, j'ai vu une psychologue du développement qui pratiquait l'hypnose quand j'avais 8 ou 9 ans. Ah, je suis allée la voir 2 fois et je suis partie, hein. Ça... Alors, c'est vrai que les HP, parfois, ils ont un petit peu du mal avec l'hypnose aussi. C'est En pas, plus, c'est un peu compliqué, hein. en plus, il faut se concentrer, il faut lâcher prise. Donc, ça veut dire oublier le contrôle. En général, Ouais, quand on a un haut potentiel, on aime bien contrôler les choses, ouais. comprendre aussi les choses. Et là, pour le coup, la compréhension, zéro, quoi. C'est juste, on se met en auto-hypnose et ça m'a pas du tout aidé parce que moi, j'arrivais avec des problèmes concrets. Je voulais des solutions concrètes. Mhm. Les thérapies cliniques de base de type psychanalytique, pareil, ça m'intéresse pas trop de savoir pourquoi j'ai tel rapport avec mes parents ou pourquoi, Mhm. je ne sais pas, leur délire avec Oui, c'est un Edith, petit peu du ça me hors-sujet parlait pas presque, oui. trop, quoi. Mhm. Oui, moi j'arrive, bonjour, j'arrive pas à me concentrer à faire mes devoirs le soir, vous avez des astuces? Mhm. Ah, je pense que tu as un problème avec ta mère. Oui, c'est limite hors-sujet dans l'approche de ce problème-là. Pour ainsi dire, c'est complètement hors sujet. Je Et ne non, vois alors, pas ce que les parents viennent faire là. est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce que c'est qu'une TCC pour qu'on comprenne? Parce qu'on va se dire, bah, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'allonger, il faut respirer, il faut faire des cabrioles. C'est quoi une TCC? Alors, une TCC, on part d'un problème et le thérapeute nous apporte une solution à ce problème Une par solution le pratique, biais donc, pratique. d'exercices. OK. Voilà. Ça marche très bien pour les personnes qui ont des troubles obsessionnels compulsifs. Par Mhm. exemple, j'ai un TOC de vérification, il faut que je vérifie 15 fois que ma porte soit bien fermée. Eh bien, le thérapeute va arriver en proposant des exercices pour diminuer la fréquence de vérification et ensuite se passer du comportement qui pose problème. Dans le D'accord. cadre du TDAH, la démarche est un peu différente puisqu'on ne va pas donner d'exercice à faire à une personne qui a déjà des problèmes de gestion, de planification, de mémoire, d'attention. Si en plus on rentre avec des devoirs à la maison, ça va juste nous gaver et on va laisser tomber, quoi. Par contre, ça passe par l'explication de la pathologie et on rabâche encore et encore. Il faut, je sais pas moi, euh, là, je me suis fait des listes et je suis allée voir ma neuropsy. Et ma neuropsy, elle m'a dit, non, là, ta liste, elle est trop grande. Ça va D'accord. pas, tu as trop de points, il faut que tu la diminues. Ça, c'est bien. Maintenant, je veux que tu me fasses une matrice Eisenhower ou prends un bullet journal et puis fais-le comme ça. Là, c'est vraiment des choses concrètes qui permettent vraiment d'avoir des stratégies à mettre en place Mhm. qui sont durables et en parallèle, comme c'est une thérapie et qu'en général, le TDAH est associé à des comorbidités souvent handicapantes, on travaille également sur les comorbidités qui peuvent être les troubles de l'humeur, les troubles anxieux, qui peuvent être parfois, qu'est-ce qu'on a comme comorbidité handicapante dans le TDAH? On a l'usage de substances aussi, les troubles des conduites,
l'obésité, Mhm. les TCA. Donc, le fait de faire une TCC, ça permet vraiment d'avoir quelque chose qui englobe beaucoup de choses. Ça permet de traiter d'un côté le TDAH et en même temps les comorbidités qui sont associées avec des réponses concrètes et des Oui. explications sur le fonctionnement, sur le pourquoi on est comme ça, plus que le pourquoi je pense comme ça. Oui, c'est une approche Ça, vraiment holistique dans laquelle tu as à la fois les stratégies d'adaptation pour mieux vivre ce trouble-là, plus une explication derrière et aussi une aide sur les comorbidités qu'on peut avoir avec. Ouais. Voilà. Et alors, normalement, tu me diras si tu confirmes ou pas, en général, ce qu'on propose, c'est en fonction de l'intensité des troubles du TDAH, on commence par une TCC et vraiment, on vient complémenter par un traitement médicamenteux si on n'arrive pas à gérer le TDAH. C'est ça, hein? Oui, alors moi j'ai vu beaucoup de gens qui avaient ce type de protocole de soins-là, c'est-à-dire que d'abord on traite les comorbidités avec des traitements et avec un, un suivi TCC, et après on évalue la prise en charge par un traitement Mhm. médicamenteux pour TDAH. Mhm. Et est-ce que tu peux nous dire maintenant, parce que moi j'aime bien aussi parler des deux facettes, les forces du TDAH. Parce que aujourd'hui, alors je fais une petite parenthèse par rapport à ça. Il faut savoir que le trouble du déficit de l'attention, ben, comme tu l'as expliqué, c'est un fonctionnement physiologique, c'est chimique. Qu'aujourd'hui, on est dans un contexte sociétal qui est très différent de celui qu'on avait lorsqu'on était encore des hommes dans la savane en train de chasser les mammouths et que notre physiologie n'a pas évolué aussi vite que la société. Et donc, on se retrouve avec des dissonances et qu'aujourd'hui, enfin, en tout cas, moi, c'est ma perception des choses et je ne suis pas le seul à l'avoir, c'est que des personnes qui ont TDAH en société, c'est compliqué à gérer. Par contre, quelqu'un qui a un TDAH perdu au milieu de la forêt amazonienne, il va sûrement s'en sortir mieux que d'autres personnes. Est-ce que tu pourrais nous parler justement des forces du TDAH ou tout au moins ce que tu en penses? On s'arrête au milieu de cette interview. Bien oui, pour la rendre un petit peu plus digeste, nous avons divisé cette interview en deux parties. Et pour découvrir la seconde partie, il te suffit tout simplement de suivre le lien qui est en description de cette vidéo ou du podcast, ou dans la petite vidéo qui doit s'afficher quelque part sur l'écran situé sur YouTube. Et ça te permettra de découvrir la suite de cette interview. N'oublie pas bien sûr de mettre un like, de partager cette vidéo à quelqu'un que ça pourrait aider et de télécharger une première formation offerte pour bien t'épanouir avec ta douance ou ta singularité. On se retrouve tout de suite maintenant dans la seconde partie de l'interview.